30 previews en 30 jours. C'est pas un peu, c'est pas 31 previews. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Je vous emmerde. Voilà. Les Minnesota Timberwolves. On s'installe. D'Alex Rodriguez, et Marc Lore. Et de Gerson Rosas. Ah merde, on va devoir en parler. On s'installe tranquillou en faisant la bise. Comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va plutôt bien. Hein. Donc, nous sommes le 23 septembre. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Hein, il est quelle heure? Je sais pas. Il est 9h34. Voilà. La preview des Wolves était prête. Il n'y avait plus qu'à cliquer. On vous ressortira quelques skits potentiels de ce qui a été mis. Ah, il y a peut-être un peu de pression sur les épaules de Gerson Rosas. On va tout devoir expliquer. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous envoyer des messages en voyant la news. Ah, il y a eu de l'actu. Ce sont toujours, par contre, les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré, surtout s'il a été recruté par le management des Wolves récemment. Vous connaissez le classique, c'est simple. Chaque jour, il y a une franchise qui est gérée. On espère que ces franchises vont pas trop nous mettre des bâtons dans les roues et nous chier dans le cou. Justement, on va se pencher aujourd'hui sur les Wolves. Vous connaissez toutes les sections. On a évidemment plein d'articles que vous pouvez retrouver sur le site de Trash Talk, trashtalk.co, et sur les réseaux sociaux, toujours autant de choses. J'ai même pas envie de perdre de temps. Moi, je suis chaud. De ouf. Dont un article qui a été écrit hier, vers 22h30. C'est ça. Qui concerne un peu les Wolves. WTF, comme dirait Karl Anthony Towns. Avec 3 petits points. Hein. Avec 3 petits points. Et surtout les 3 petits points. Les 3 petits points, ils pèsent lourd. Vous êtes nombreux à attendre cette preview et ça tombe bien. Alex, juste rappelle-nous, c'est quel film auquel tu faisais référence dans ton indice? Ah, bien sûr, Danse avec les loups, Mary McDonnell, grande actrice, c'est la fille adoptée par les Indiens. C'est ça. Bref, ceux qui ont vu le film, ils savent très bien qui c'est Mary McDonnell. Ou allez vous faire ce classique. Voilà, allez vous le faire, exactement. Bien évidemment. On ne va même pas perdre de temps. On va même pas perdre une seconde, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont envie qu'on se fasse toutes les sections des Wolves. De toute façon, on les a bien révisées, puisque on a bien taffé cette preview avant et après. Tu fais 2 fois la preview, forcément, tu commences à bien la connaître. On connaît un petit peu le truc. Et donc, forcément, on commence tout de suite avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Yes sir. Nous sommes sur une saison particulièrement chiante. On a une saison de merde. On a 23 victoires. 23 victoires tout à fait pour 49 défaites. Alex, que ce soit en attaque ou en défense, ça a été compliqué pour nos amis les Wolves qui n'ont jamais pu avoir la moindre continuité. Il y a eu du bien, il y a eu du moins bien, mais dans le jeu, déjà t'as 2 coachs. Déjà, tu as 2 coachs, ça commence avec Ryan Saunders et ça se finit avec Chris Finch. Tout à fait. Bon, ça arrive à d'autres équipes. T'as dit en attaque et en défense, je dirais en attaque, on a vu quelques trucs, bon, on va en reparler d'ailleurs et tout, on va voir un peu, ça va certainement faire partie des éléments qu'on va analyser de manière très très fine tout au long de cette preview. Par contre, en défense, là, il y a horrible avec un H, hein, comme dans horrible. Hein, là, là, la défense, attention, c'était moche. Hein. Non, mais on est d'accord. C'était très très dur. Offensivement, c'est sûr. Les Minnesota Timberwolves n'étaient juste pas bons en défense. Alors il y avait quelques garçons quand même qui sortaient du lot. Bien joué, Jaden McDaniels, bien joué à l'autre garçon. Exactement. De faire le travail. Le leadership de Ricky Rubio aussi à certains moments. Pas la possibilité, malheureusement, encore une fois, et ça a pu poser des problèmes à certains, dans le management, d'avoir D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns qui jouent ensemble. Tu n'as pas de continuité. Les blessures ont fait du mal, hein. Encore une fois, cette saison. Karl Anthony Towns qui a été beaucoup blessé, D'Angelo Russell qui a été beaucoup trop blessé aussi. Donc du coup, évidemment, les 2 poteaux, comme tu viens de le dire, bah ouais, c'est vrai que l'idée c'était de les aligner ensemble pour mettre en place le pick and roll, pick and pop de la mort. Bon, bah on l'a pas trop vu. Toujours pas vu sur la durée. 42 matchs de D'Angelo Russell, 50 de Karl Anthony Towns sur 72, c'est pas assez. C'est pas assez du tout. Au milieu de ça, t'as Malik Beasley entre 2 sessions en prison et un passage par le juge. Du coup, tu ne peux même pas compter sur lui alors que tu venais de le prolonger. Exactement, tu venais de le prolonger pour genre 4 ans, je crois, sur 60 millions sur 4 ans, je crois, il lui avait proposé à l'époque. Gentil. Donc un vrai contrat. Tout à fait. Effectivement, ils n'ont pas pu profiter pleinement de leur arrière qui glisse en ailier quand il y a besoin. C'est ça, il devait apporter du coup de sang un petit peu au shooting. On l'avait vu d'ailleurs lors de son arrivée dans le trade de Denver qu'il pouvait planter 20 points de moyenne. Bien sûr, et il aurait pu apporter, mais c'était trop compliqué pour les Wolves qui en fait du début à la fin de la saison n'ont jamais vraiment pu être
tranquille. Au milieu de tout ça, quand même, c'est impossible de faire, tout à fait, c'est impossible de faire le coup dans le rétro sans parler de Monsieur Hent, Anthony Edwards. Le numéro 1 de la draft. Tout à fait, numéro 1 de la draft, 2020. Qui a fait quand même une magnifique saison rookie. Magnifique saison rookie. On peut d'autant plus le dire qu'au milieu du marasme qu'on vient de décrire, où c'est compliqué, il y a des blessés, les leaders sont pas là, il y a un changement de coach et tout, bah il est quand même sacrément monté en puissance au fur et à mesure de la saison. Tout à fait. Pour petit à petit, nous, vraiment, on va le dire, nous en mettre plein les yeux, et pas que au niveau highlight, puisqu'il y a évidemment... Yuta Watanabe, pardon. RIP, hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un vrai ball handling intéressant avec du bon decision making. Donc pour ceux qui maîtrisent pas la langue de Shakespeare, en gros, il manie bien la balle et il prend des bonnes décisions. Il se sert très bien de sa puissance, de sa vitesse, de sa détente. Il a réussi quelques matchs où il a vraiment, genre notamment par exemple les Suns, qui ont plutôt bien défendu toute la saison et qui normalement sur ce genre de joueurs ont plein de défenseurs à mettre, tu vois, des gars sérieux, des Michael Bridges et tout, 42 je crois. 40 et puis alors il y a beaucoup de mid-range et tout, genre quand ça commence à rentrer en mid-range sur ce garçon ou à 3 points, il devient très compliqué à prendre. C'est clair. Il a que 19 ans et puis... Que 19 ans, le talent il est indéniable. Et on en profite évidemment pour rappeler que les rookies de la saison dernière quand même méritent un petit peu plus d'applaudissements que d'habitude parce que saison tronquée, pas de Summer League, qu'en entraînement sur Skype. Enfin, je veux dire vraiment c'est compliqué. Et puis genre t'es drafté. Tiens, vas-y c'est parti la NBA. Hein. Tout à fait. Vas-y fonce. Alors Anthony Edwards qui est monté en température. On a vu comme tu disais certains gros matchs. On a vu ce niveau de confiance. Il y a la technique, il y a le physique, comme tu as dit les highlights, et il y a aussi le personnage. C'est-à-dire que toute la fanbase de Minnesota et même la plupart des gens qui suivent la NBA de loin sont tombés amoureux de ce garçon qui est assez exceptionnel en conférence de presse, qui lâche tout le temps des pépites et qui a ce niveau de confiance un petit peu élite, c'est-à-dire je pense que moi je vais être meilleur que les autres et suivez-moi sur ma voie quoi. Ouais, il a pas peur et il a pas peur de prendre la balle pour lui, il a pas peur de prendre ses responsabilités, mais il sait aussi jouer sans ballon. Moi je l'ai vu beaucoup couper de manière intelligente au bon moment. Alors après il s'est pas toujours fait servir, mais il est là, il crée du mouvement, enfin, non, super joueur offensif, malheureusement pour l'instant on peut pas dire super joueur défensif, non, mais ça qui évidemment, mais en même temps il a 19 ans, c'est pas sur les mecs de 19 ans que tu construis la défense normalement. Mais il a le mindset et le corps, donc ce sera intéressant. Il pourra progresser, hein, bien sûr. À suivre évidemment sur sa saison sophomore et le reste, on a évidemment eu quelques belles perfs de la part de certains garçons, Naz Reid aussi qui a apporté son jeu, Jordan McLaughlin, on n'a pas eu malheureusement encore une fois, et ça va le suivre sur la prochaine section, une grosse saison de Jarrett Culver, malheureusement, hein, alors que c'était un pic très très haut pour les Wolves. Pic 6. Blessure, incapacité à retrouver son rythme, et donc forcément, ça c'était un peu une des tâches de la saison de Minnesota, c'est merde. On aurait bien aimé compter sur lui. Début de saison prometteur, ou au moins quelques perfs qui pouvaient être prometteuses, et malheureusement, t'as vu. C'est comme si toutes les semaines, tous les 10 jours, Minnesota, encore et encore, se retrouvait dans des situations genre merde, on peut pas compter sur lui, on ne peut pas, ça on peut pas. C'est compliqué quand même. C'est compliqué, très compliqué. Du coup, voilà, hein, tu finis dans les bas-fonds, enfin vraiment bas au classement à l'ouest, malgré. Très important. Un petit run, c'est un grand mot, mais j'ai noté 7 victoires sur les 12 derniers matchs. C'est ça. Donc il y a quand même un mieux, il y a quand même un semblant de momentum, quoi, un petit push de fin de saison. Après, appelez ça comme vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Où on se dit, ah, ok, il peut se passer des choses et tout. Ça a l'air stable. Voilà, c'est ça, exactement. ils ont trouvé un semblant d'équilibre. Suivez les Wolves, ça devrait être prometteur. On a vu en effet, comme tu le disais, 7 victoires sur les 12 derniers matchs. 11 victoires sur les 22 derniers, donc tu es à l'équilibre, ce qui était très très encourageant pour la saison à venir. C'est d'ailleurs le mood qui transpirait du côté de Minnesota en fin de saison régulière, c'est ok. On sait comment ça se passe au niveau de notre cap space, on va venir après sur le marché de l'été. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité parce qu'on a déjà les contrats de Malik Beasley, Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell. On allait voir ce qui va se passer avec Rick Rubio, etc. Un rookie numéro 1 de draft, mine de rien, ça commence à prendre. Ça prend pas le minimum, quoi, ça prend un peu de sous. Donc voilà, non, c'est clair qu'ils n'ont pas trop de flex. Ils n'avaient pas trop de flexibilité, mais tu te disais, on voulait se baser sur quelque chose, c'était, est-ce que, s'il vous plaît, nom de Dieu, on peut avoir Towns, Russell, Chris Finch qui impose sa manière de faire, Edwards, Chris Finch qui impose un petit peu sa mentalité et sa vision du jeu, ancien des Raptors, et donc beaucoup d'avis très positifs sur lui, ouais, tout à fait. Sur lui, sur le jeu. On a vu des joueurs vraiment qui s'exprimaient et qui trouvaient qu'il y avait
un petit peu plus justement de stabilité. Beaucoup avaient été marqués comme joueurs comme exécutifs, avaient été marqués par l'annonce du départ de Ryan Saunders. C'était assez logique parce qu'on savait que, comme on en reparlait dans une grosse section, Gerson Rosas avait hérité justement de Ryan Saunders au moment où il arrivait. Mais dans le jeu, ça allait. C'est bizarre ce genre de saison parce que on a déjà vu ça par le passé. Tu regardes le bilan global, tu te dis merde, mais quand tu sors de la régulière, franchement, les fans des Wolves se disent on a envie d'être en octobre prochain en fait. Ouais. Ça a un peu changé. Ah, ça a bien changé là. Enfin, non, en fait, on a envie quand même de voir cette équipe sur le terrain. Ouais. C'est juste que là, en dehors du terrain, ça a bougé de manière assez surprenante. Je sais pas du tout où tu veux qu'on casse ça. Ah bah vas-y. Hein. De toute façon, on en fera une grosse. Toutes les infos, tu veux? Ouais, ça, on va voilà. faire dans la grosse question, je pense. Dans la grosse question. Ouais. Donc, on le verra dans la section suivante, qui est le marché de l'été. On verra que dans les départs, voilà, il y a un certain Gerson. Je crois que Léon a mis le tableau à jour. Et il y a un monsieur Rosas. C'est ça, exactement. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, je pense, ouais. On va regarder tout de suite le marché de l'été. Le gros tableau. Ce big tableau. Alors que Léon est en train de copier-coller. Tout va bien. Les départs et les arrivées. Est-ce qu'on doit changer le tableau? Un peu. Dans les arrivées, on va en reparler après. Je l'ai fait juste rapidement parce qu'il y a du Patrick Beverley en tant que joueur transféré sur le mois d'août. Taurean Prince qui a été récupéré contre Ricky Rubio. Contre Ricky Rubio qui est donc aux Cavs. On aura l'occasion d'en parler dans une autre preview. Tout à fait. Quelques départs de joueurs. Donc Ricky Rubio en effet, qui était très aimé par Anthony Edwards et les jeunes qui voulaient un peu le vétéran leadership de Ricky. Jared Culver, on en avait déjà parlé par le passé, mais du coup... Le projet, en fait, Culver, il est terminé. Le projet s'en va à Memphis. Exactement. On verra ce qu'il va donner. Dans un autre environnement. Tout à fait. Et un petit Juancho Hernan Gomez qui s'est pas très entendu avec le management cet été sur la possibilité de faire les Jeux Olympiques. Vous irez voir les dossiers, ça a pu... les dossiers sentent pas bon. Ça a pu mener à d'autres décisions. Alex, on ne peut pas juste parler de ce marché de l'été sans forcément mentionner 3 noms. Et on va commencer tout de suite avec 4 Alex. Noms même. Tout à fait. On va parler tout de suite quand même de Alex Rodriguez et Marc Lore parce que souvent, on regarde la performance sur le parquet, mais Dieu sait si sur Trash Talk, ceux qui nous suivent depuis longtemps, on n'arrête pas de répéter à quel point c'est important pour une franchise d'avoir un bon axe propriétaire, management, changement à venir de propriétaire, c'est énorme après des années... Changement en cours. C'est ça, après des années de Glenn Taylor... Fuck Glenn Taylor. Il lâche la main. Il lâche la main pour Alex Rodriguez et Marc Lore. Alex Rodriguez qui a fait fortune, et bien évidemment, au-delà du sport, aussi dans le business. Ouais, tout à fait. Ouais, bon businessman, complètement et tout. Donc ils arrivent tous les deux, Alex Rodriguez et Marc Lore, pour prendre la suite petit à petit de Glenn Taylor. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on en était là, au niveau du marché des transferts. C'est vrai. Et donc là, évidemment, il y a un départ. Le départ de monsieur Gerson Rosas que nous avons donc appris hier. Ce mercredi soir, tout à fait. Merci les Wolves pour le timing, magnifique timing. Bon, une semaine avant le camp d'entraînement. Ouais, une semaine avant le camp d'entraînement, 3 semaines avant le début de la saison. Franchement, nickel. Au calme. Moi, je ferais pareil. T'as ton joueur star qui tweet, qui comprend rien. C'est ridicule. J'ai annoncé que je vais me vénérer, mais je monte en température, donc j'attends après de monter au fur et à mesure. Gerson Rosas donc a été licencié. Je sais que le communiqué de presse on dit parted ways, mais on sait ce que ça veut dire. Il a été licencié. Il y a quelques petites rumeurs qui ont commencé à sortir. Des histoires de relations en interne avec quelqu'un de l'organigramme des Wolves et tout. Bon, franchement, voilà. Je peux pas croire un seul instant que ça soit juste pour ça qu'il se soit fait virer. Absolument pas. Je crois pas un instant. Non. Tout le dossier... Vous pouvez le retrouver évidemment, il a été décortiqué là déjà un peu sur Trash Talk et vous pouvez le retrouver évidemment sur l'excellente couverture qui est faite sur The Athletic de John Kay, je vais pas dire son nom de famille sinon je vais péter le Scrabble, ou aussi de Krauchinski. Exactement, ou de Dan Moore ou tous les copains de CBS du côté de Minnesota. Tout le monde a été frappé en effet par cette annonce parce que le timing, comme on le disait, t'es à une semaine du camp d'entraînement, lundi il y a le Media Day. Copains et copines, lundi, donc là lundi, je veux dire tu vas démarrer la saison avec en effet, je ne l'ai pas mis dans le tableau des arrivées, tu as littéralement un des associés et assistants de Gerson Rosas, Sachin Gupta, qui va prendre la place. C'était le VP quoi, il va prendre la place de président des opérations basket, general manager. Il va être general manager tout à fait. Sur le dossier, remettons quand même tous les éléments parce qu'il y en a plein qui se posent des questions. Je sais que les fans des Wolves attendent aussi qu'on donne tous les détails parce que un des jeux les plus faciles
auquel jouer en ce moment, c'est de taper sur les Wolves. Vous inquiétez pas, on va le faire. Oui. Mais avant Bien ça, sûr. avant ça, remettons un petit peu le contexte. Il a été donc dit dans l'extra sportif qu'il pouvait y avoir en effet ce côté un peu troublant du fait que Gerson Rosas ait notamment apparemment une relation consensuelle avec quelqu'un. C'est absolument pas pour cette raison que tu te fais virer. Ce qui a été rapporté notamment du côté des Athlétiques, c'est que le management dirigé par Gerson Rosas était apparemment dysfonctionnel. D'accord. Ça veut pas dire grand-chose, quoi. Enfin, c'est pas très précis comme terme. Mais bon, on va certainement en apprendre plus dans les jours à venir. Bien sûr. À moins que toi, tu aies déjà des détails sur le côté dysfonctionnel. Bah, sur ce truc-là, ce qui est rapporté en fait dans le gros dossier, c'est que tu as des gens déjà en interne qui disaient c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises un petit peu avec des œillères. C'est-à-dire, au lieu d'être dans une franchise où il y a des communs accords, des discussions, etc. Des échanges, et bien Gerson Rosas parfois disait c'est ma décision type Chris Finch. C'est-à-dire que le renvoi de Ryan Saunders, c'était sa décision, et de ne pas vraiment communiquer en interne et de dire voyons plusieurs candidats, mais lui croit en Chris Finch et l'installe tout de suite, ça a déjà créé quelques petits soucis. Ensuite, sur les décisions qui ont été prises sur la protection de pick, s'il te plaît, ils ont rapporté ça du transfert de D'Angelo Russell. Ça en a fait chier certains qu'ils ne protègent pas autant le pick qu'ils auraient aimé qu'ils le protègent. Les Warriors se retrouvent avec un pick 7, c'est ça? C'est ça. Ça et plein d'autres détails, que le fait que Jordan McLaughlin, pour donner un détail encore, qui était donc un agent libre restreint, avait d'abord eu des discussions avec Gerson Rosas cet été en disant t'inquiète, tu vas avoir du temps de jeu, etc. Et par la suite, tu recrutes Patrick Beverley. J'ai envie de dire excusez-moi, mais entre Patrick Beverley et Jordan McLaughlin, je sais très bien qui je prends. Bah ouais. Et donc parfois, c'est forcé qu'il va y avoir des décisions prises par les managements qui vont ressortir et on va dire oh quel connard, sauf que j'ai pas le sentiment moi personnellement que c'était une mauvaise décision de sa part, c'est juste qu'il se passe des choses où en fait Patrick Beverley devient disponible de Memphis parce que le transfert a été fait. Après ça peut juste être des trucs internes où les gens étaient juste saoulés qu'on leur demande pas leur avis, tu sais, après attention hein. Et puis ce qui est vachement surprenant dans le côté timing, donc il y a le côté on est à 3 semaines de la saison, mais en plus genre on vient de laisser un GM gérer tout l'été la draft. La draft, voilà, il n'y avait pas non plus, mais il y avait quand même. On vient de laisser faire des trades, c'est-à-dire que c'est lui qui prend la décision de trader Rubio aux Cavs. Bon, apparemment, c'était pour des raisons principalement économiques. Il y avait moins de garanties contractuelles avec Taurean Prince. Voilà. Ensuite, on le laisse prendre la décision de faire venir Patrick Beverley. Tout à fait. Donc d'envoyer Culver et Juancho Hernan Gomez. Donc, on l'a laissé faire. Ça fait des semaines et des mois, là 2 mois, et qu'on le laisse faire. Et donc on le laisse faire et après on lui dit ah tu dégages. Donc déjà ça, je trouve ça hyper bizarre. Donc ça rend le timing encore plus chelou en fait. Et après, le timing il est chelou surtout au niveau du message envoyé aux joueurs. Là j'ai vu des trucs passer comme quoi les joueurs étaient très surpris et même des gens du staff, du coaching staff de Chris Finch était surpris parce que en gros hier matin Chris Finch il était encore là à la salle en mode avec Gerson Rosas en train de faire des entretiens, des trucs et tout, et en gros l'après-midi il est viré. Du coup c'est très bizarre. Quel message tu envoies à ton groupe, c'est ça qui est compliqué, ce qui n'enlève en rien le fait que apparemment depuis des mois il y a eu plusieurs rangs exécutifs d'autres franchises et agents de joueurs qui rapportaient à Glenn Taylor, Mark Lore et Alex Rodriguez, le fait que les discussions étaient compliquées avec Gerson Rosas. D'accord, mais à la limite, un mec qui a un peu la poigne un peu ferme, ça arrive, c'est pas le premier GM qui est comme ça. Il est arrivé en plus dans un contexte, ça va me prendre du temps de devoir le défendre, mais je vais le faire en fait, parce que je veux même pas parler de l'histoire de ce qu'il fait en dehors de son taf, etc. C'est l'histoire avec les meufs, ça c'est pas mon taf de le critiquer, mais par contre... Il a fait venir D'Angelo Russell. Il fait venir D'Angelo Russell. Bon alors ok, ils sont pas contents de la protection du pic, mais il a fait venir D'Angelo Russell, le poteau de Karl Anthony Towns. Déjà, il a bien drafté avec Jaden McDaniels, ils se sont dit, Naz Reid c'est bien, les débuts de Chris Finch sont bons, il a hérité, parce que quand même il faut le rappeler, du bordel qui a été laissé par Tom Thibodeau avant, allez vous refaire le transfert de Jimmy Butler, qui est une honte totale sur le marché des transferts des dernières années. Donc il faut replacer le contexte. L'équilibre contractuel au sein de la... Enfin bon, il a hérité d'une situation pas facile. Et tout ça... évidemment dans un contexte global qui est celui de 1. La pandémie, donc littéralement Gerson Rosas n'a pas pu être le GM de la moindre équipe de 82 matchs, puisque ça a été stoppé, que Karl Anthony Towns était
était blessé alors qu'il a jamais été blessé en début de carrière et que là il a des matchs avec des blessures, que son poteau avec qui il est censé jouer, D'Angelo Russell, ne peut pas jouer, donc le mec construit un effectif, on le juge, en fait. Et on le juge sur quoi? Sur apparemment des oui-dire, et en plus il y a des gens du staff qui non seulement certains disent on n'était pas d'accord avec ces méthodes, mais on était tous sous pression parce que c'est la pandémie. Spoiler, que ce soit chez Trash Talk ou dans plein d'autres entreprises, en fait, sur la pandémie, il y a plein de gens qui font du taf plus que d'habitude parce que c'est une période galère. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus défendre Gerson Rosas parce que dans le staff, en disant mais ouais, mais les gars, en même temps, c'est normal, on est tous sous pression en fait. Il y a un changement de proprio. Et on nous demande d'être jugé là sur un produit qui a même pas pu être sur le terrain. Et c'est ça. Et donc, évidemment que le licenciement de Gerson Rosas est lié à l'arrivée de nouveaux propriétaires, même s'ils ne sont pas encore tout à fait décisionnaires. On a vu dans le communiqué de presse, c'est bien Glenn Taylor qui annonce la décision de séparer de Gerson Rosas. Avec une faute de frappe dans le communiqué des Wolves. Voilà, super, bien joué le community manager. Super. Moi, je suis assez d'accord pour dire que le mec se fait virer sans qu'il ait vraiment eu sa chance. Après, c'est aussi un milieu, la NBA, où les choses bougent très vite, et parfois, quand tu n'arrives pas à faire ton trou très vite, bah en fait, tu dégages. Donc là, c'est ce qui vient d'arriver à Gerson Rosas. C'est triste pour lui, mais moi, j'ai l'impression que c'est encore plus triste pour les Wolves. Et pour les fans des Wolves, moi, je suis dépité. Wolves, ça c'est sûr. Parce que franchement, Alex, combien de fois on a fait des apéros ici, où on se ramenait à la trade deadline ou l'été, on disait quel GM tu peux enfumer, quel GM tu peux enfumer. Ça faisait 2 ans qu'on disait, honnêtement, pour aller enfumer Gerson Rosas, c'était plus compliqué. Et on voyait l'arrivée d'Angelo Russell, donc on se disait, putain, un peu de hype. Il y a Anthony Edwards, il y avait un coach qui était prometteur. Récupérer Malik Beasley, en termes de talent pur et tout, c'était pas si bête. Complètement, donc on se disait, et en plus, il y a un nom qu'on n'a même pas encore mentionné, c'est que, pour ponctuer ce que tu disais qui était très pertinent sur le travail qu'il a fait sur la free agency, la draft et la construction qu'il fait depuis 2 ans, donc littéralement, laissez-le sur une saison de 82 matchs être jugé. Et d'ailleurs, spoiler, c'est ce qu'on avait dit dans la preview qui avait été la première qui avait été tournée. Celle qui sortira pas. Exactement. Mais c'est que s'il y avait bien un mec en NBA qui essayait de travailler, certes dans un management où ça se tirait sur la gueule apparemment, mais sur le dossier Ben Simmons, c'était Gerson fucking Rosas, qui a travaillé avec Daryl Morey par le passé, à Houston, et qui là a été le premier à dire on va essayer de ramener cette pièce, voir si je peux lâcher D'Angelo Russell, et on en avait débattu, pour essayer d'amener cette pièce pour satisfaire Karl Anthony Towns et être une équipe compétitive. Je veux dire, c'est absurde. Parce que là, le groupe, il est fait. Après, on va discuter de l'éventualité toujours qui existe encore d'aller chercher Ben Simmons, parce que, quand on fera la preview Sixers, alors celle-là, forcément, on va... je préviens, ça va être la meilleure preview des 30. Et puis on va attendre un petit peu tranquillou-pilou, de voir un tout petit peu ce qui se passe, parce que vu les derniers éléments qui sont sortis sur le dossier Ben Simmons, voilà, bonjour. Mais là, tu as donc un remplaçant de Gerson Rosas qui s'appelle Sachin Gupta, excusez-moi pour la prononciation. Non, c'est bon, c'est ça. J'ai fait de mon mieux. Qui donc prend l'intérim, qui était déjà dans le staff de Gerson Rosas, qui lui prend l'intérim avec l'intention affichée de, en gros, que ça devienne permanent. Ok, on l'a vu pas mal sur des coachs, on le voit un peu sur des GM, le mec intérimaire, bah s'il fait du bon boulot, en fait pourquoi se faire chier à aller prendre quelqu'un d'autre? En fait on garde le mec qui est un peu du sérail, quoi, qui vient de la maison. C'est ça. Sauf que lui il arrive, il a un groupe qui est fait. Là, sur le papier, on va faire le 5 majeur et la rotation, on va étudier un peu de ça, mais je dis pas qu'il est parfait le groupe, je dis pas que ce groupe va tout casser la NBA, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'on a parlé d'Angelo Russell, on a parlé de Karl Anthony Towns, on a parlé d'Anthony Edwards, on a parlé de Pat Beverley, bon bah ils sont là quoi, t'as de quoi bricoler une équipe, il va pas pouvoir faire des miracles, sauf à se mettre en tête de genre, moi je vais faire venir Ben Simmons, et d'y aller, et de lâcher, de baisser plus son froc que Gerson Rosas n'avait l'intention de le faire, pour contenter au mieux Daryl Morey et éventuellement monter ce fameux trade Ben Simmons, vu que les Sixers ont l'air quand même dans une sacrée mouise. Complètement. C'est possible qu'ils se lancent là-dedans, le nouveau GM, en mode, si je fais ça, je vais garder ma place. Complètement, puisque aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce qui avait été rapporté dans des récents podcasts qui ont été notamment tournés avec justement John Kay, le responsable Wolves du côté de The Athletic, qui parlait du fait qu'il n'y a pas beaucoup de franchises qui peuvent aujourd'hui toquer à la porte de Daryl Morey et dire j'ai une vraie offre. Minnesota est capable d'avoir une vraie offre, en tout cas meilleure que la plupart des autres offres qui sont sur la table. Si jamais ils acceptent de mettre D'Angelo Russell dans le package, je pense pas qu'ils auront une meilleure offre, les Sixers. Tout à fait. Gupta, pour les détails, comme tu le disais, était un des gars du board de Gerson Rosas. Il y a eu de la friction entre les deux parce que, notamment, ça a été rapporté que Gupta
juste avant la draft, je crois, mais j'ai pas tout à fait le timing, voulait rejoindre les Rockets, que Gerson Rosas a pété un câble sur le fait notamment qu'il disait gros, t'as tellement d'infos sur les Wolves, tu vas chez une autre équipe, un rival, en fait c'est pas le bon timing, et ça a saoulé Gupta parce que Rosas a dit non, c'est mort, et même tu travailles plus avec moi. Rosas a essayé de se rattraper par la suite en disant je l'ai poussé lorsqu'il a fallu prendre la place de Vlade Divac, et finalement c'est Monte McNair qui a pris la place à Sacramento, et lorsqu'il lui a été possible d'aller justement postuler pour d'autres franchises au courant du mois d'août, finalement il a été conservé par la direction de Minnesota, et c'est lui maintenant qui se retrouve à la place de Gerson Rosas. Après, il y a peut-être des jeux de politique et tout dans ces immenses organisations, c'est évident. Ah, c'est pour mettre tous les détails. Mais bien sûr, non, mais carrément. Donc voilà, donc du coup, là où on croyait avoir un peu de continuité du côté de Minnesota, on se retrouve dans cette histoire de management qui va clairement abîmer la continuité, le début de continuité que les Wolves étaient en train de construire. Exactement. Et donc le tweet de Karl Anthony Towns, what the fuck, 3 petits points, parce que juste, qu'est-ce qui se passe? Même le rookie là, Anthony Edwards, qu'est-ce qu'il a, enfin, genre le mec il se dit attends, on a changé de coach en première année. Mais je discutais avec lui avant-hier. Ouais, c'est ça. Alors ok, en effet, ce sont les proprios qui décident et tout ça c'est super. Mais là où il commence à en avoir marre avec les Wolves, c'est que là, il y a eu des situations qui ont été compliquées pour eux, mais tu es donc, comme je l'avais tweeté, certains l'ont vu hier, sur, pour diverses raisons, 5 coachs et 5 general managers sur les 6 dernières années. C'est beaucoup. 5 coachs et 5 general managers différents sur les 6 dernières années. Je sais pas si on se rend compte du niveau de dysfonction. Alex, t'as été le premier et très bien placé sur la décennie précédente à avoir la couronne et le trône de Phoenix, franchise dysfonctionnelle, que fait-on autour Devin Booker? Vous avez merveilleusement quitté ce trône-là. Redresser le tir. Tout à fait. Clairement. Mais là, Minnesota, c'est bon, vous avez la coupe. Ah bah là, et puis dis donc, une qualification en play-off sur les 17 dernières années. Donc il y a un moment où ça donne pas de résultats. Pour avoir des résultats, les joueurs tournent, les coachs tournent un peu plus que le management, mais tu dois avoir un management stable. C'est obligatoire en fait. Tu dois avoir une grande direction qui est imposée. Parce que là, on va voir ce que va faire Sachin Gupta. On va voir s'il va juste prendre le rôle comme ça de manière très discrète et rien faire jusqu'à temps que la saison arrive là. Et se dire ok, le groupe il est là, il y a un coach, de toute façon le coach il est arrivé il y a 4 mois, je vais pas le changer maintenant, blablabla et tout. Mais apparemment ça garde Chris Finch, ça c'est sûr. Oui d'accord, mais nouveau GM, on la connaît l'histoire. Ah bah. Nouveau GM avec coach déjà en place, on la connaît l'histoire. Peut-être que là ça sera différent. Peut-être, mais on connaît l'histoire. Tu vois, genre t'es d'accord que c'est quand même pas ouf tout ça. Alors qu'on en parlait dans le rétro, il y a ce mini push là, ce début de quelque chose en fin de saison avec Chris Finch. C'est ça. Et avec ces joueurs là. Complètement. Plus ou moins ces joueurs là. Qu'on ne me méprenne pas, hein. Je suis pas en train de prendre la défense totale de Gerson Rosas. Il y a des raisons qui expliquent son départ. Il y a des raisons de dysfonctionnement et de manière comment ça a fonctionné ces derniers mois à Minnesota. Mais trouvez-moi un GM qui est arrivé dans une situation plus casse-gueule et qui a essayé d'influer plus d'espoir. Je veux dire, Gerson Rosas, si tu es dans une franchise, comme je sais pas, bon, c'est mauvais exemple les Spurs, mais une franchise par exemple où ça se passe très très bien ces dernières années, et que du coup tu as des gros changements de comportement, tu es en droit de gueuler. Quand ça fait 15 ans que t'es pas allé en playoff, et qu'il y a un mec qui débarque, et qui tape un peu du poing sur la table, et qui dit « Ouais, j'ai pas mis de protection sur le pic de parce qu'il nous fallait D'Angelo Russell. Parce qu'il nous fallait D'Angelo Russell et que j'ai envie de le prouver, laissez-moi au moins la possibilité de vous montrer que j'avais raison. » Et ouais, j'ai drafté Anthony Edwards en 1, et oui, je fais venir Patrick Beverley. Tu vois, à un moment donné... Laissez-le, putain. Voilà, enfin, je vois pas pourquoi on n'aurait pas pu partir avec Chris Finch qui gère cette équipe et voir déjà où mène le travail de Gerson Rosas. C'est ça. Parce que là, on voit même pas où mène son travail, en fait. C'est ça. Et à la limite, et on va du coup enchaîner après sur le sac majeur, parce que sinon je vais péter un câble sur cette section, c'est que à la limite, Alex, si la news était tombée le 6 août, on aurait fait un gros apéro, et on aurait fait genre... pareil. Putain, dans 3 jours, dans 4 jours, là, il y a le Media Day. Je veux dire, ça te montre le niveau de prise de décision, de timing. Ça déstabilise les joueurs, en plus, ces trucs-là. C'est comme les Suns, quand ils ont viré McDonough 3 jours avant la saison, et alors qu'ils venaient de faire tout l'été, de drafter Ayton et tout. Je te dis pas que je suis pas content du travail derrière de James Jones et tout, que j'adorais le travail de McDonough, mais juste les timings, ça compte, en fait. Parce que là, en fait... On va voir ce que va faire Sachin Gupta encore une fois. On va voir, parce que du coup, lui, dans le marché des transferts, il est juste dans les arrivées, en quelque sorte. Mais il y a un groupe qui est fait. Il y a un groupe avec lequel Chris Finch va devoir taffer.
Et si jamais Sachin Gupta se met en tête là d'aller faire un gros trade dans les 3-4 semaines qui arrivent, c'est quoi? Donc on va tout déséquilibrer encore, on repart encore? Bah c'est quoi, pourquoi pas? Bah ouais, mais bon. Je suis vraiment désolé pour les fans, mais franchement, c'est voilà, ça fait juste chier en fait parce qu'il y a ce niveau de continuité dans les projets de reconstruction et des fails qu'il y a, et vraiment, moi j'avais, peut-être que c'est que mon avis, hein, mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient le sentiment que Rosas se bougeait le cul pour rendre un peu les Wolves respectables, et au moins là il a mis les bases. Je pense que Chris Finch, en effet, on va le laisser au moins faire son taf en tant que coach. Avec quel joueur, en effet, on va voir. Mais il y a quand même un truc qui est indéniable, c'est qu'il y a une reprise NBA le 19 octobre et qu'il faudra qu'il y ait des joueurs sur le terrain. Ouais, mais il y aura des joueurs sur le terrain. Le truc, c'est la suite. C'est comment tu... Quelle est la vision, en fait, de ce truc? Quel est le... Où ils veulent en venir en virant Gerson Rosas? Bon, je comprends, ça se passait pas bien en interne. Bon, d'accord, ok, donc... Mais ça, est-ce que ça se passait... Moi, ce qui me travaille un peu là-dedans, c'est est-ce que ça se passait pas bien en interne? Parce que vraiment, Gerson Rosas, c'est quelqu'un avec qui il est compliqué de travailler. J'étais pas là, je peux pas savoir. Ou est-ce que ça se passait pas bien en interne parce que ça se passe pas bien en interne aux Wolves depuis tellement longtemps, exactement. Et que ça, peut-être ça explique que depuis 15 ans, il se passe rien en fait. C'est ça. Ça, c'est inquiétant. En fait. Bah oui, complètement. Parce que Gerson Rosas, oui, et d'ailleurs, spoiler, trouvez-moi un GM avec qui c'est facile de travailler. Trouvez-moi un GM avec qui c'est vraiment genre... C'est un poste trop compliqué maintenant dans la NBA moderne. On est tous en train de se taper des barres maintenant en disant genre, oh, Rob Pelinka et tout, etc. T'en souviens les débuts de Rob Pelinka? Bien sûr, c'est compliqué. On était genre, gros, il connaît même pas le CBA. On était en train de se taper des barres sur comment est-ce qu'il fonctionnait avec les salaires. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde est là genre, Rob Pelinka. C'est un métier compliqué, et puis en plus c'est un métier où t'es sous beaucoup de pression, t'as tes dirigeants, tes proprios qui veulent des résultats, t'as les joueurs qui te font chier parce que les mecs veulent des contrats max sur 4 ans, et puis au bout de 8 mois ils viennent te voir en mode je demande mon trade. Enfin tu vois, genre GM, quel pouvoir t'as réellement en fait? C'est ça. Gerson Rosas, avec le peu de pouvoir qu'il avait, il avait réussi à faire venir D'Angelo Russell, à faire venir Malik Beasley, à drafter Anthony Edwards, enfin genre... Il y avait un truc qui était en train de se mettre en place, quoi. Au moins, on m'enlèvera pas ça de l'idée, quoi. Pareil, ou au moins à voir ce que donnait ce truc. Et d'ailleurs, merci de nous sortir des histoires de qu'est-ce qui se passe et tout, sous la couette avec une autre meuf. Pendant ce temps-là en NBA, on a Luke Walton qui est coach, avec ce qu'on sait ce qui s'est passé avec des journalistes, etc. On a Jason Kidd qui est coach, et on a Mark Cuban qui se tape des barres en ayant craché sur des femmes. Donc doucement sur les histoires de leçons. Exactement. Je suis d'accord. On va parler de basket, je pense, parce que sinon... Allez, on va mettre des joueurs sur le terrain. C'est ça. Allez, c'est parti. On va laisser ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur? Le 5 majeur, boum. Un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Vous êtes chez les Wolves et donc vous êtes chez Chris Finch. Restera pas. Apparemment, pour le moment, ça reste. Comme d'hab, vous le savez, dans cette section, on cherche d'abord les verrous. Y a-t-il des verrous dans le 5 majeur des Wolves? Ah bah oui. Il y en a, je dirais... Ah, il pourrait y en avoir 5. Ouais, il pourrait, j'en mettrais 4, moi, de manière assez certaine. Pareil, à la veine. D'Angelo Russell. Ouais. À côté de lui, Anthony Edwards. Tout à fait. Au poste 3, c'est là qu'il y a, à mon avis, une petite réflexion, mais comme ça, d'instinct, moi, je mettrais genre du Taurean Prince. On peut. Potentiellement. Après, tu peux avoir Malik Beasley tout de suite titulaire en 3, mais ça se garde peut-être bien en 6e homme, cette affaire. C'est ça. Au pivot 4. Et puis au poste 4, Jaden McDaniels, allons-y, faisons progresser le jeune. C'est ça, tu as cette traction qui est assez intéressante du côté de Minnesota, où sûr et certain tu as Edwards, D'Lo et Katz qui a Anthony Towns en titulaire, ça c'est les yeux fermés du soir au matin. Mais comme tu le disais, il y a eu quelques discussions là en amont du camp d'entraînement qui va être très drôle à suivre, tiens, Taurean Prince récupéré dans le trade de Ricky Rubio, profil quelque part parfait avec les 3 garçons qui l'entourent, parce que Taurean Prince, je n'ai pas besoin du ballon, je catch and shoot, et j'essaye un peu de défendre. Je dis bien essayer de défendre. Ouais, mais il essaye vraiment. Par rapport à d'autres gars qui sont avec lui dans le 5 majeur. Tout à fait. Et qui vont devoir prouver des choses cette saison, bien sûr. Oui. Mais c'est vrai que tu as cette option Taurean Prince. En fait, la question, tu le soulignais, c'est de savoir si Malik Beasley, qui on l'espère va faire une saison pleine et pas avoir des menottes, pourra jouer en sortie de banc ou en tant que titulaire. Moi, j'avoue que je serais assez chaud de l'avoir en sortie de banc. J'aime bien aussi parce que, en fait, avec D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, plus Anthony Edwards, franchement,
vu ce qu'a montré Chris Finch en plus sur la fin de saison dernière, je pense qu'il y a moyen de construire une base offensive quand même assez sérieuse. Oui. Des joueurs talentueux, D'Lo c'est un bon passeur, Karl Anthony Towns c'est un bon passeur, Edwards il a l'air de savoir faire beaucoup de choses et bien, donc il y a vraiment un truc à travailler en attaque. Jaden McDaniels en attaque, bon c'est encore un peu basique, mais bon il peut mettre quelques tirs et tout, puis de toute façon c'est pas lui qui va venir te faire chier de demander des ballons. Non. Tu as dit à peu près la même chose sur Taurean Prince, mais il a un vrai shoot, Taurean Prince quand il veut. Donc c'est vrai que Malik Beasley, son potentiel offensif serait quand même beaucoup plus intéressant derrière D'Angelo Russell et Anthony Edwards. C'est ça, parce qu'une fois qu'on a fait le 5 majeur, et évidemment là, dites-nous quel est votre 5, soucis. On arrive sur le banc, et alors là, hashtag profondeur, autant sur d'autres franchises on s'est régalé, autant la profondeur des Wolves a été un petit peu améliorée sous certains aspects avec l'avenue de Patrick Beverley, qui... Oui, il y avait Rubio. Tout à fait, Patrick Beverley qui doit être très content d'avoir fait la conférence de presse avec Gerson Rosas, en disant qu'il était habitué à faire les playoffs, donc j'imagine qu'il doit être ravi de voir ce qui se passe en ce moment. Et peut-être qu'ils vont faire les playoffs. Après, t'as quoi? T'as des Okogie. T'as Okogie qui va être là. T'as Jake Layman, t'as Bolmaro que tu vas essayer de faire jouer un petit peu, t'as Nasrid. T'as Nasrid derrière Karl Anthony Towns, on va dire, sur le poste de pivot, quoi. Sinon, c'est qui le remplaçant de Karl Anthony Towns? C'est Nasrid, ouais. C'est lui, non? Oui, c'est Nasrid. Parce qu'ils ont récupéré peut-être un Chris Silva et un Nathan Knight et Vanderbilt aussi un peu intérieur, mais c'est pas des vrais pivots, quoi. Non. Mais même Nasrid quand même, il fait le boulot quand même derrière Karl Anthony Towns, mais je veux dire, c'est lui le remplaçant et j'en vois pas tellement d'autres, quoi. Non, ça clairement. Et donc quand on regarde le banc, c'est vrai que bon... McLaughlin, du coup. McLaughlin, mais bon, très très vite, dans les joueurs vraiment capables et sur qui on peut compter sur un banc compétitif NBA, t'as Pat Beverley et tu te poses des questions. Beasley. Et éventuellement Beasley, c'est ça. Donc c'est pour ça que la façon dont Beasley va être utilisé va être très importante dans le côté rotation et l'aspect stratégique de comment les Wolves vont jouer. Après, il y a une autre question, c'est quelle va être l'organisation défensive avec tous ces joueurs qu'on vient de citer. Là, il y a du taf. Complètement. Il y a du taf. Un des aspects qui est intéressant, notamment sur l'aspect, avant de revenir sur la défense, sur le jeu avec les titulaires, c'est que quand tu parlais d'attaque et du fait que Towns, Russell et Edwards peuvent jouer ensemble, t'as du talent, on touche du bois pour qu'ils jouent ensemble, t'as du talent, donc tu sais que tu vas pouvoir scorer. Une des modifications qui a été faite notamment avec Chris Finch, c'est d'utiliser un peu plus Towns je ne fais pas des comparaisons avec la Jokic, mais d'avoir un Towns qui est un petit peu plus espacé et qui avec la balle va essayer de créer le jeu de passe. Et Towns, au large, t'es obligé d'aller sur lui. On rappelle que l'autre, il met 40% de ses 3 points. Exactement, et qu'il a une très bonne lecture de jeu, donc faire des passes backdoor pour Anthony Edwards et ses garçons, quelque part, tu veux pas qu'il y ait d'embouteillage Edwards-Malik Beasley. Littéralement, si Edwards doit jouer avec des passes à Hilo avec Anthony Towns, c'est pas mal. Pick and roll avec D'Angelo Russell aussi. Et par contre, quand Towns sort, clé du camtar à Malik Beasley, vas-y, prends n'importe quel écran et va provoquer des lancers et des points, quoi. Ouais. Ou à Edwards, après, si tu sors D'Angelo Russell, tu peux faire rentrer Malik Beasley et avoir un Beverley. Du coup, Beverley qui est quand même moins offensif, quand même. Voilà. Et du coup, tu as un Beasley qui crée ou un Edwards qui sera encore sur le terrain. Donc, tu as des options, mais c'est clair que la façon dont va être utilisé Beasley, le trio Beasley, Edwards, Russell va être très important dans le côté faire en sorte d'avoir de la création en permanence sur le terrain, en fait. Complètement. Et quand on regarde l'effectif complet, c'est là que je rebondis sur ce que tu mentionnais, parce que ça va être une des grosses questions des Wolves cette saison. Citer les joueurs qui sont vraiment très bons en défense individuellement et collectivement dans cette équipe. Pat Bev. Pat Bev. Pat Bev quand il veut. Pat Bev quand il veut, tout à fait. Et sur un certain type de joueur, Pat Bev, c'est pas ce que j'appellerais un défenseur polyvalent. Quelques progrès de Karl Anthony Towns à souligner. Oui, lui, il a les attributs physiques vraiment pour le faire. Il y a Anthony Edwards qui a les attributs physiques pour le faire, mais encore faudrait-il qu'il le fasse. Ouais. Après, tu as Jaden McDaniels qui a montré un potentiel défensif vraiment ultra intéressant. Tout à fait, Josh Okogie toujours. Il a l'air d'aimer ça. Josh Okogie, le problème, c'est que il défend, mais... Tu joues à 4. Tiens. Au niveau QI basket, compréhension du jeu, c'est quand même parfois décevant, quoi. Offensivement, c'est très limité. Il n'y a pas eu le leap qu'on avait. On avait eu beaucoup de promesses. Pourtant, sur la saison rookie. Et sur la sophomore, c'était un peu compliqué. Peut-être que lui aussi, Beasley, Edwards, machin, ça. Peut-être qu'il lui faut un temps d'adaptation, qu'il trouve vraiment son rôle. Moi, j'y crois encore bien à Okogie. Je veux juste. Effectivement, sa deuxième saison, là, elle est décevante.
mais j'ai pas envie de considérer que c'est que de sa faute, quoi. Je pense qu'il y a encore du travail autour de ce joueur. Et puis, de toute façon, avec ce groupe, il y a quand même un aspect qui est, entre guillemets, au-dessus de ça, mais en dézoom, hein, c'est que, enfin, un camp d'entraînement, enfin, la possibilité de bosser ensemble, enfin, un coach. Donc, quelque part, même si c'est le dawa au niveau du management et qu'il y a de la modification à quelques jours du camp d'entraînement, au moins, tu as la possibilité avec ce groupe de se dire, on se retrouve. Il y a beaucoup de gars qui reviennent. Ouais. On se retrouve, et donc, pour implanter une philosophie défensive et quelques schémas, beaucoup de joueurs de la NBA, pour ceux qui ne le savent pas, le répètent, les 5 premiers jours de camp d'entraînement de la saison sont très importants pour le coaching staff et pour les joueurs parce que tu crées les automatismes défensifs et tu discutes vraiment de choses dont tu ne pourras pas discuter en profondeur pendant la saison. Parce que tu as les avions, les conférences de presse, c'est un bordel. C'est ça. Et donc du coup, pour Chris Finch, c'est pas mal quand même d'avoir là, fin septembre et début octobre, pour pouvoir un petit peu parler de défense. C'est juste dommage que la plupart des questions qu'on va lui poser, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un nouveau GM. C'est bon, bref, ça... Putain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'empêche que t'as un bout de groupe, t'as une base de groupe, t'as du talent, t'as de quoi travailler, t'as une réflexion sur comment tu vas défendre, comment tu vas attaquer. C'est pas qu'il n'y a pas de réflexion, c'est que t'as vraiment plein d'armes. C'est ça. Donc non, Chris Finch peut faire jouer cette équipe au basket, il n'y a pas de souci. Complètement. Et Alex, je te pose la question et je la pose à tout le monde. T'es les Wolves, tu regardes le classement à l'ouest, tu te dis, bon, OKC, ok, Spurs, ok, Rockets, ok, les Pélicans, Pels et Kings, les Grizzlies, oh, Pels et... Je suis sûr qu'ils y pensent. C'est normal, heureusement, j'espère même. Tout à fait. Mais donc on a ce nouveau format. Qui va arriver. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais on a tout à fait. Attention, rendez-vous dans on se retrouve dans la rubrique pronostic. Mais tu es sur ce nouveau format de la NBA quand même, qui est celui du Play-in Tournament. Si t'es les Wolves, tu vises quand même la place 19 pour essayer d'avoir un peu de respect. De progresser, quoi. Ouais. De progresser. Voilà, le mot est lancé. Bon, il y a en tout cas un 5 majeur avec du talent, il manque un peu de profondeur, on aurait bien aimé que, je sais pas, Gerson Rosas puisse avoir la possibilité de rajouter un peu de renfort sur le banc, ça manque de profondeur. Ouais, peut-être qu'il était en train d'y réfléchir encore. Hein. Ou pas. Ou peut-être que t'as une star suffisamment forte qui débarque de Philadelphie pour que en fait tes problèmes défensifs soient réglés. Ouais, puis d'autres problèmes aussi, enfin bref, non, franchement, ouais. À suivre. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de ce 5 majeur, parce que nous, Alex, on va devoir se poser une grosse question. Une question of the death. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Les Wolves vont-ils retourner en play-off d'ici 2040 ? Vous avez 8 heures. La question de la mort, vous le savez. Pour chaque franchise, on se pose une question de la mort. Le push de la fin de saison dernière est-il légitime pour se faire de vrais espoirs ? Je répète, le push de la fin de saison dernière, 7 victoires sur les 11 derniers matchs, 11 victoires sur les 20 derniers, est-il légitime chez les Wolves pour se faire de bons espoirs ? Alex, j'ai envie de te dire, j'arrive même plus à Enfin, si. C'est dur de dire espoir. J'ai envie de répondre non. Ouais. J'ai du mal à mettre la case espoir avec ce qui s'est bien passé. J'ai envie de répondre non. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai quand même envie de te donner une chance de nous définir espoir. Qu'est-ce que tu veux dire par espoir ? C'est-à-dire, est-ce que espoir, c'est genre faire les playoffs ? Parce que t'as quand même D'Angelo Russell, qui a été All-Star, qui est capable de jouer à un niveau de All-Star. Tu as Charles-Antoine Towns, qui est un niveau All-Star où j'ai rêvé. Bien sûr. T'as le numéro 1 de la draft qui nous fait une saison de rookie où on peut se dire dis donc, ça sentirait pas le All-Star ? C'est quoi en fait ? On est en train de dire quoi ? On est en train de dire qu'avec 3 All-Stars, t'as pas d'espoir ? Waouh ! Non. C'est chaud. Tu as des espoirs. Voilà. Tu as des espoirs. C'est juste que je pense qu'ils sont un petit peu atténués. Disons que le niveau d'espoir qu'Alex on avait il y a 48 heures est différent de ce matin. Bien sûr, évidemment, parce que là du coup on a plus d'incertitudes, ça peut créer des histoires, on sait que les histoires ça peut vraiment amoindrir tes espoirs, t'as vu ça ? Oh là, ouf, oh là. Avec Mary McDonnell. Mais non, il y a le push de fin de saison, on en a parlé, il y a des choses qui se sont passées, il y a eu des vrais
les progrès tout au long de la saison d'Anthony Edwards, si on a du full Towns, plus du full Russell, plus du full Edwards, dirigé par Chris Finch, oui, t'as envie de te dire, ah quand même, ça va être mieux, au moins, t'as un pouvoir offensif certain. Complètement. C'est déjà pas si mal en régulière, on a beaucoup parlé de défense, mais on sait qu'en régulière, tu peux gagner des matchs juste en attaquant, ou presque, parce que quand même, on se rend compte quand même que souvent les équipes en haut de tableau, en fait, tiens, c'est marrant, dis donc, ils défendent pas si mal. Il y a deux côtés du terrain. Tiens, de temps en temps, quand il faut gagner le match, ils mettent le verrou, les gars. Lockdown, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on n'a pas mis dans le coup d'œil dans le rétro, c'est que les Wolves, nom de Dieu, la saison dernière, combien de matchs où, yes, t'as vu, ils ont trop bien joué 3/4 temps. Ouais, ils ont perdu. Putain, les Wolves mènent NBA League Pass, ils mènent les Lakers ils ont fait combien de matchs à domicile où ils menaient là à 4 minutes de la fin et puis ils défendent. Sur la notion d'espoir dont tu parles, moi quand je me mets dans la peau d'un fan des Wolves, déjà je me taille les veines. Mais plus sérieusement, j'ai pour espoir le fait que le package qu'on nous promet depuis si longtemps, depuis plus d'1 an et demi, va pouvoir enfin jouer ensemble. Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, si, et je dis bien si, ils jouent ensemble, on nous a montré que ça pouvait... On veut voir, en fait, sur de la longueur. Tout à fait. On nous a montré que ça pouvait créer quelques résultats. Je parle pas de résultats extraordinaires, mais ça pouvait créer quelques résultats. Ça pouvait créer une vraie dynamique de groupe, ça pouvait créer un tout petit peu de leadership et donc de capacité à avoir des options. Et donc les espoirs que moi j'ai du côté des fans des Wolves, c'est, oui, la saison dernière, on a vu Towns et Russell jouer avec un coach qui sait bien les responsabiliser, donc retournons au fourneau. Allez, on y va. Et ça, je veux bien croire sur cette part d'espoir. Maintenant, c'est pas ça qui va me faire croire que soudainement tout va changer. Un échantillon de 22 matchs, c'est formidable, mais spoiler, une saison de NBA, c'est 72 ou 82. Donc tu peux pas zapper les 50 qui ont eu avant. 82 en l'occurrence cette saison. C'est ça. Tu vois, tu peux pas te dire... On a vu par le passé des équipes qui font... Il y en a eu plein par le passé des équipes qui font une saison de merde, mais on se souvient des 15 derniers matchs, on a fait... putain, il y a des promesses pour la saison suivante. Le problème, c'est qu'il y en a eu 60 avant. Oui. Tu peux pas te baser que là-dessus, donc ça peut te donner de l'espoir, mais il faut avoir conscience qu'il y a tout un travail qui doit être fait. Déjà, il faut que les joueurs soient en forme. On le sait, la durabilité, l'intégrité physique, la santé des joueurs, appelez ça comme vous voulez, c'est la base de la réussite. Si tes meilleurs joueurs ils sont pas dispo, t'as beau être le meilleur coach de la Terre, je sais pas où en est Chris Finch au niveau du meilleur coach de la Terre, mais t'as beau être même un très bon coach, tu peux rien faire. On le voit tous les ans. Les derniers playoffs en sont encore une preuve. T'as beau avoir une pure équipe bien organisée et tout, il y a un moment où si ton meilleur joueur ou un de tes meilleurs joueurs se blesse, c'est la merde. Tout à fait, bien sûr. Et le script est différent pour chaque franchise, donc on va être là genre, ah putain, du coup, bête de saison pour Atlanta parce qu'ils ont pu compter sur leurs joueurs sur la fin de saison, etc. Par contre, Portland, ils avaient pas trop Nurkic et McCollum, donc du coup, c'est la merde. C'est la merde parce que du coup, t'es pas à la hauteur des attentes. Donc si les Wolves ont leur cadre qui joue, oui, il y a des bases prometteuses. Il y a de l'espoir. Maintenant, ce qui m'inquiète, je t'avoue, c'est qu'on vient de parler dans le 5 majeur de profondeur d'effectifs. On sait qu'une saison NBA est remplie d'aléas. Elle est remplie d'aléas. Donc il y a un petit orteil, il y a une cheville, il y a une épaule, il y a un poignet, etc. Et lorsque tu te retrouves devant ces situations... Là, il faut réagir, il faut avoir du mental, il faut avoir des bases sur lesquelles te reposer. C'est ça, des bases qui sont vraiment stables. Et là-dessus, on va voir, on va tester. Et en plus, des joueurs qui sont capables de pick-up. Vraiment, c'est ce qu'on appelle la philosophie Next Man Up. Notre histoire de profondeur. C'est ça, Next Man Up à Minnesota. Si tu as en effet un nouveau souci sur un D'Angelo Russell, par exemple, c'est... Oui, t'auras Patrick Beverley à mettre, mais c'est quand même pas le même délire. Tout à fait, et les Kings et les Pels ils vont se frotter les mains et vont faire nous c'est bon la santé ? Eh ben on y va les gars parce qu'il y a une brèche de ouf. Enfoncez-les là, ils changent de GM tous les 6 mois. Il y a de quoi quand même avoir espoir avec le produit sur le terrain parce que c'est quand même terrible d'avoir eu ce transfert. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité d'Angelo Russell qui débarque avec son premier match à Toronto. Il y avait du public et tout. En fait, on a l'impression une autre terre de ne pas du tout avoir vu Russell et Towns. On a l'impression que ça n'existe pas encore vraiment. On nous promet ça depuis. On n'a pas encore eu, tu sais, le truc où genre il y a une belle série là de 10-12 matchs où on est là en mode putain, ah oui, ils jouent ce soir les Wolves. Il faut que j'aille regarder parce que Russell et Towns ils vont encore nous régaler quoi. On n'a pas encore eu ça. On en a besoin du côté de Minnesota. Et j'ai envie de dire, il y a une question de la mort dans la question de la mort quand même. Vas-y. Avec ce qui s'est passé ces dernières heures. Karl Anthony Towns, comme tu l'as dit, en bâillant,
48% au shoot, 40% à 3 points, 90% au lancer, 25 points de moyenne. Bref, en gros, arrêtez le disrespect, c'est un talent générationnel qui discute à table tous les jours avec Embiid et Jokic. Je préfère le mettre sur la table. Mais bien sûr, mais je suis d'accord. Et donc, entre ce qui s'est passé ce mercredi soir et sa réaction à chaud, et le fait que Karl Anthony Towns... C'est 18 derniers mois. Rappelons exactement ces 18 derniers mois. Tu as ton coéquipier principal avec lequel tu ne peux pas jouer. Tu as un coach, on ne prévient même pas sa maman. Il perd sa mère et il a perdu plein de gens de sa famille. 6 autres membres de sa famille. Karl Anthony Towns est un des mecs qui a la vie la plus dure possible ces 18 derniers mois. Comme on ne parle pas de salaire, c'est juste littéralement ta vie personnelle. Donc des décès dans sa famille, des coéquipiers avec lesquels tu peux pas jouer. On t'apporte Ricky Rubio, ensuite on te l'enlève. On te prévient pas quand on change Ryan Saunders. Allez voir notamment les quotes qui ont été sortis par Towns parce qu'il a fait. On ne me prévient pas. On ne me dit rien. On me dit t'as changé de coach. Littéralement, je crois que la quote c'était pour Ryan Saunders, il était en train de manger une pizza avec son père et il a appris ça sur Twitter. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu un joueur aussi fort chez les Wolves? Salut Kevin Garnett. D'ailleurs, il y a un thème, je crois, de niquer des carrières de joueurs. Je vais y revenir. Mais donc, à un moment donné. Attention. Parfois on dit oui, les joueurs, on leur demande trop leur avis, ils ont trop de pouvoir. Moi je veux bien l'entendre, dans certains cas c'est vrai. Là c'est l'inverse. Comment ça se fait que ton meilleur joueur, talent générationnel comme tu viens de le dire, un mec il est all-star, le matin en se levant il est all-star. Et ce mec là tu le préviens pas quand tu changes de coach. Le mec quand il y a un changement de GM, il débarque sur Twitter et fait what the fuck les gars, en mode on m'a rien dit, je suis pas au courant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment veux-tu... Enfin, je veux dire, soyons pas surpris si au mois de février, les Wolves, attention, ça va énerver ce que je vais dire, mais je m'en fous parce que je le pense vraiment. Soyons pas surpris si au mois de février, ça démarre pas bien, il y a 1 ou 2 blessures et ça gagne pas vraiment beaucoup de matchs côté Wolves, si on commence à avoir des rumeurs du genre Karl Anthony Towns veut se barrer. Soyons pas surpris, on va pas faire les vierges effarouchées, et faudra pas venir dire oui, les joueurs ceci, les joueurs cela. Non! Là, Karl Anthony Towns, il est dans un environnement... bien catastrophique, vraiment bien dégueu, il a un talent de fou, il va encore regarder ses potos, genre Devin Booker et tout, maintenant ça y est, il va s'éclater. Bah, il y a un moment où il y a une équipe, il y a un mec, un autre pote à lui, il y a Bradley Beal qui va lui téléphoner, qui va dire mais... En fait, moi, je vais pas venir à Minnesota. Par contre, tu veux pas venir à Washington parce que le manager, il est sympa. Regarde, il y a Rui Hachimura, il y a machin, il y a un truc, il y a une philosophie de jeu. Parce que t'as vu, on a changé de coach. Et tout. Ça commence à donner des petites choses et tout. Viens. Et là, peut-être que Karl Anthony Towns, il va faire, tu sais quoi, le management des Wolves, faut me transférer maintenant. Tellement gentil ce mec et putain moi j'ai envie de chialer quand je regarde la carte de Karl Anthony Towns parce que comme on l'avait dit dans la preview qui a été déjà tournée, c'est la 7e saison professionnelle de Karl Anthony Towns. Je répète, c'est la 7e la saison qui va démarrer professionnelle. Il a eu donc en 6 saisons 5 coachs et 5 GM différents. Il a été drafté par Philip Saunders, rest in peace, qui ensuite malheureusement a disparu. Il a eu coach sur coach. Il a eu l'histoire de Jimmy Butler. On lui en a mis plein la gueule, alors qu'on sait maintenant un peu plus a posteriori ce qui s'est passé avec Tom Thibodeau. L'idée ici, c'est pas de dire que Karl Anthony Towns est un ange, etc. Il a aussi ses torts. Mentalement, faut qu'il se mette du plomb dans la tête. Peut-être qu'il se mette à défendre, ça ferait pas de mal. Un peu plus. Attends, bien sûr, ça on est d'accord. Mais il y a un moment, stop. T'as vu ce qui s'est passé avec Devin Booker, c'était une punchline ambulante, on a mis de l'effectif autour à Phoenix, et maintenant c'est devenu une darling. Après il a assumé Devin Booker par contre, on demande à Karl Anthony Towns de le faire aussi. Tout à fait, mais je veux dire par là, si moi il y a bien un truc dont je suis content, notamment par exemple à Atlanta, c'est que un mec petit qui fait le show, qui met 30 points de moyenne dans une équipe qui perd, ça aurait fait une image de merde et qui défend pas. Il y en a plein des comme ça. Il aurait pu avoir une image de merde. Le management a dit on va construire, on va te donner l'opportunité d'eux. Bien sûr. On lui a donné l'opportunité 2 et le mec qui a donné l'opportunité 2 est plus là. Donc il y a un moment aussi où cette saison, il peut y avoir des espoirs avec les pushs de la fin de saison dernière, mais il y a plutôt intérêt à ce que ça marche parce que franchement moi si je suis Towns, allez c'est bon. Ouais, je suis d'accord. C'est bon. Et l'idée c'est pas de dire pire franchise de NBA ou je sais pas quoi, de géolocalisation, de relocalisation, etc. Ça moi j'ai même pas envie d'entrer dans ce débat. Minneapolis c'est une grande ville dans l'échelle américaine et de l'histoire de la NBA, donc je pense pas que la NBA va vouloir délocaliser. Ok, toi t'es chaud. Moi je suis pas chaud. Moi je dis les Wolves restent à Minnesota. Du vert et du jaune là, moi je m'offusquerai pas. Voilà. Je comprends. Voilà. Moi je resterai à Minnesota parce mais c'est énervant. Ça sent le gâchis.
Ça sent le gâchis tout ça. Arrêtez de gâcher les carrières comme ça me casse les couilles. Franchement, Voilà. c'est insupportable. Mais on va y croire encore cette année. Voilà, et c'est bon pour la question de la mort. Ouais, va falloir un peu se partir sur des sujets un peu plus joyeux, quoi. On va partir sur un trophée du peuple. Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Monsieur. Ça passe. Ça passe comme Rossas. Exactement. Elle est magnifique. Vous le savez, le Gérard d'or, c'est simple. Nous sommes au Target Center. N'appelez pas cette salle différemment, sinon je vais péter un câble une bonne fois pour toutes. Il y a un joueur qui va nous intéresser plus que d'autres. C'est le joueur NBA League Pass qu'on va kiffer à fond. Alex, c'est qui ton Gérard d'or? Jaden McDaniels. On en a un tout petit peu parlé, pas beaucoup. Pour ça, du coup, je le prends en Gérard. Les attributs physiques sont là. On aime bien ce genre de basketteur là depuis quelques années en NBA. C'est marrant parce que il n'y aurait pas une petite influence grecque là dans tous ces joueurs qu'on voit débarquer maintenant là. C'est marrant parce que maintenant au poste 4, les mecs ils hésitent plus. Hein. Ça fout les mecs. En gros les mecs ils voient les gars arriver, font fais voir tes bras. Ouais, c'est bien, ça nous intéresse. Non, c'est vrai, non? On va voir si Jonathan Isaac... Donc, c'est marrant, mais c'est logique, hein, la NBA Bien a toujours fait ça. Jaden McDaniels est complètement dans cette mouvance de poste 4 qui a vraiment pour moi, il a un profil de top 3&D dans le futur. Déjà, il a déjà bien le D de defense. Il l'a déjà bien, après c'est pas encore un lockdown, mais il a déjà les réflexes, il a le mental, il a il a une passion pour les aides. Moi j'adore ce genre de jeune où t'es là, tu fais ça fait plaisir. Il pense à l'équipe. Rotation, il pense à l'équipe, il vient couvrir les copains. Sur l'homme, il est déjà pas dégueu. Faut qu'il ajoute un petit peu de muscle pour tenir un peu mieux la charge de temps en temps. Au rebond, il se fait pousser ou au poste ou quoi. Ok, mais ça on sait qu'en NBA. Franchement, s'il se motive un peu, on sait qu'il y a des coachs, là, des training coachs qui vont lui faire prendre du muscle. Je suis même pas inquiet. Il a montré un potentiel, j'appellerais ça un potentiel à 3 points, mais enfin, il est déjà capable d'en mettre, genre, tu pars pas de zéro. Ça se travaille. La mécanique un peu chelou, mais il en met un peu, il a l'air d'avoir un minimum de toucher, il a la mobilité. Il a une mobilité latérale, l'autre, en plus de sa longueur de bras. Donc, j'aime beaucoup son profil. Lui, vraiment, c'est typiquement le genre de joueur qui me fait cliquer, surtout dans l'environnement qu'on a décrit où Towns peut être que content d'avoir un jeune comme ça à côté de lui dans la raquette parce que mine de rien, il va aller se bouffer des sales missions que Towns ne fait pas forcément. Et même les autres joueurs extérieurs aussi, genre Jaden McDaniels, s'il switch sur un 2 ou un 3, t'es pas trop stressé. Non. Ça va. Bien sûr. Il va bosser, il va pas se laisser passer comme ça, il lutte bien dans les écrans et tout. Donc lui, s'il commence à vraiment travailler à 3 points et que ça progresse, on a là, dans le Minnesota, un super 3&D. C'est mon Jaden McDaniels, magnifique. Un beau style de draft, je me demande qui l'a drafté. Ouais. D'ailleurs, dans les discussions là récentes... je sais plus. Gerson, oui. Dans les discussions récentes qu'il y avait eu autour de Ben Simmons, etc., il était notamment mentionné que Jaden McDaniels était un des noms les plus demandés parce que le mec a juste un potentiel vraiment. Après, si les Wolves espèrent appâter les Sixers sur le dossier Ben Simmons, on ne lâchera pas McDaniels. Juste avec McDaniels ou, tu vois, genre, on verra comment évolue ce dossier. Moi, en tout cas, j'adore le profil du joueur. Je suis bien d'accord. Attention, séquence. Mon Gérard d'or cette saison est D'Angelo Russell. Pardon. C'est l'heure. Et alors déjà, c'était l'heure il y a 48 heures, mais alors là, c'est 3 fois l'heure. D'Angelo Russell, il faut jouer. Il y a 6 saisons professionnelles, il y en a 3 qui sont à plus de 60 matchs, et il y en a, sur les 2 dernières, il y en a... En gros, il n'a pas pu jouer avec les Wolves plus de 40 matchs. Enfin, je schématise, 45 matchs maximum. Quand il joue, il produit. D'Angelo Russell, il est là, ça score. Je garde en tête son arrivée dans le Minnesota, où il était posé sur le rond central, avec son long manteau, il disait « on va essayer de changer les choses ». Il apporte de l'énergie. C'est lui, j'ai l'impression que c'est la clé qui peut changer beaucoup de choses dans le Minnesota et dans la manière dont on les voit, parce que il est clutch, il va scorer. Il fait jouer les autres. Il fait jouer les autres. Il a pris un petit peu des petites choses de Ricky Rubio, notamment en termes de leadership, et donc je veux que le corps tienne, parce que si c'est le cas, D'Angelo Russell doit montrer que à l'Ouest et en NBA, c'est un des meilleurs guards. Lorsqu'il a fait une saison complète, c'était à Brooklyn. Et moi, je me demandais, et on l'a souvent tabassé, moi le premier, on l'a souvent tabassé en disant « Ouais, c'était un petit peu le représentant des Nets qui avait été collectivement bon sous Kenny Atkinson. » On a dit ça, c'est vrai. Et donc, on va voir s'il les représente. Mais on a vu aussi que lorsque D'Angelo Russell est seul, le petit passage rapide par Golden State, où il a mis notamment un gros carton à Minnesota, eh bien, il pouvait vraiment mettre une équipe un petit peu sur ses épaules, et certains soirs,
gérer absolument tout le scoring et la distribution. Et donc il va y avoir des soirs où Anthony Towns n'est pas là, ou Anthony Edwards n'est pas là, où il y a un gros back-to-back. Et là, D'Angelo Russell, il faut qu'il fasse le taf. Déjà, c'est ce que je disais dans la preview qu'on avait tournée, mais alors là, double mission. Si D'Angelo Russell fait sa saison, fait le taf avec les Wolves et que donc leurs résultats sont bons, croyez-moi que je vais sortir un hashtag Gerson Rosas, les potes, parce que le mec, il va mettre ça en place. Et s'il y a la connexion qui marche, alors là, franchement, je vais dire, putain, c'est exactement ce qu'on voulait voir. Ça valait le coup de lâcher le pick 7, en fait. Ça valait le coup, on n'a pas encore eu la réponse. Je pense qu'on va l'avoir cette saison et je pense que D'Angelo Russell va faire une grosse saison de calibre All-Star. Il le doit aux Wolves qui ont pris beaucoup de risques pour le faire venir. Tout à fait. Il doit faire péter des résultats et produire. On y va. Ouais. Sinon, des mecs comme ça qui font du gros scoring et qui sont blessés une saison sur deux, on a déjà vu dans l'histoire de la NBA. Et puis en général, c'est pas ce qu'on retient le plus. C'est ça. Bien évidemment, voilà pour nos Girards d'or. Dites-nous, vous, quels sont vos Girards d'or. Alex, je crois qu'on va devoir s'occuper d'une section très importante. Le pronostico. Pronostic time. Pronostic time. Pronostic. Vous le savez, dans cette section, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Mais avant de faire ça, il y a une petite cote. Il y a une petite cote qui nous est ramenée, qui vous est ramenée par vos deux serviteurs ici présents depuis le site de Paris On Sport. Tout à fait. La cote du jour concernant les Wolves est Anthony Edwards sera le meilleur marqueur des Wolves cette année. Oula. En moyenne, on parle de moyenne de points bien évidemment. La cote elle est à 3,25. Putain. Pourquoi on est parti sur cette cote qui est pas évidente? Bien évidemment, pourquoi elle est pas évidente? Parce qu'il y a un certain Karl Anthony Towns qui, jusqu'à preuve du contraire, sur toutes les dernières saisons, est le meilleur scoreur des Wolves autour de 24, 25, 26, 27 points de moyenne. Sauf qu'Anthony Edwards nous a déjà montré des qualités au scoring assez sérieuses, que dans tout ce qu'on a décrit et tout, il serait quand même assez surprenant que Chris Finch, avec ce que tu as parlé pour Karl Anthony Towns dans un rôle à la Jokic, même si c'est pas vraiment la même chose, mais un rôle périmètre où il distribue, où on se sert de Karl Anthony Towns pour écarter le jeu et sortir les gros de la raquette et tout. Et si tu commences à sortir les gros de la raquette, il y a qui va empêcher Anthony Edwards d'aller scorer? Donc on va voir les progrès au tir, mais en gros on mise sur une progression d'Anthony Edwards dans un jeu mis en place par Chris Finch, qui fait qu'en fait Anthony Edwards il arrive gentiment vers les 23-24 points et que Towns il est aussi dans ces eaux-là et que sur un malentendu ta cote à 3,25 elle passe. C'est ça, évidemment Anthony Edwards on va le surveiller, on le sait par contre il a pas froid aux yeux donc les shoots il va les prendre. Il va les prendre et dans un scoring équilibré, D'Lo sera à mon avis celui des trois qui score le moins, donc le titre de meilleur scoreur se battra entre Edwards et Kat à mon avis. Disclaimer très important, cette cote a beau être très alléchante, il ne faut pas miser dessus de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est assez simple comme concept, mais ça marche assez bien. Hashtag faites pas les bolos. Voilà. Est-ce que tu es prêt Alex? J'ai un petit over-under avant. Oui c'est vrai, il y a un petit over-under. L'over-under il est à 33,5. Bien. Je trouve pas tout mal taillé. Bien. Pas tout mal taillé par rapport à d'autres over-under où on est là genre... qu'est-ce qu'ils boivent? Il a changé depuis ce matin ou pas? Non, c'est pas... Je sais pas. J'ai pas été vérifié. Ah non, on n'a pas eu le temps de vérifier. Moi, j'ai 33,5. Voilà. S'il a changé, faites gaffe. Voilà. C'est le mec qui donne des infos. Ouais. Mais vérifiez quand même. Attention, mais vérifiez quand même. Non, dites-nous évidemment, vous, si vous mettez plus ou moins de 33 victoires des Wolves. On va devoir y répondre justement maintenant. Allez, on y va. Tu es prêt? Ouais. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Alex va démarrer et vous dire l'avenir tout de suite. Dans 3, 2, 1, Corey Brewer. 32 victoires cette année de mon côté pour les Wolves, je crois, faudra vérifier sur le gros tableau, mais il me semble bien que je les mets en 11e. 11e, c'est la nouvelle place du con. C'est comme ça, le talent offensif est certain. Coach Finch a montré des belles choses, mais doit encore vraiment faire ses preuves. Est-ce que ça va vraiment exploser sportivement chez les Wolves cette année? Je pense que oui, mais je suis pas sûr de savoir dans quel sens. Incroyable, t'étais sous les 24. Je suis comme ça, moi. Il est clutch comme Gerson. Voilà, magnifique. C'est ça. Eh bien écoute, je vais essayer de faire aussi bien en 24 secondes. Attention, 3, 2, 1, top chrono, 32 victoires aussi. Je crois dans la conférence Ouest pour les Wolves, on le verra sur le gros tableau. Toutes les choses qu'on a dit, je croise les doigts et je touche du bois pour qu'il y ait D'Angelo Russell, qui est Anthony Towns, Anthony Edwards, qui jouent, allez, plus de 70 matchs quand même ensemble les gars, ce serait quand même bien. Juste RIP pour les fans des Wolves, je sais que c'est très dur en ce moment, qu'il y a des punchlines sur le fait que votre franchise est complètement éclatée au niveau de son management, il faut tenir bon. Fuck Glenn Taylor,
jusqu'au bout. On ne lâchera pas jusqu'à ce que Alex Rodriguez prenne la suite. Et juste, je ne vais pas vous mettre plus haut parce qu'il n'y a pas de profondeur de banc. Il n'y a pas de profondeur, donc s'il y a un truc qui pète... Ça risque de leur jouer des tours. Ça joue des tours. Et puis, moi j'ai très très peur du côté de Karl Anthony Towns. Voilà, Ça peut partir en couille, ouais. On en a vu d'autres des joueurs comme ça qui au bout d'un moment font vas-y. C'est quoi ? C'est la merde, stop. En tout cas, on va devoir montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau qui se remplit petit à petit et les Wolves font leur entrée. C'est beau. Ils sont là, les Wolves. Ils sont présents. Dites-nous justement, vous, où est-ce que vous mettez les Minnesota Timberwolves ? Est-ce qu'il y aura Ben Simmons d'ici le début de la saison ? On ne sait pas. Dans tous les cas, une petite pensée à nos fans de la Wolves Nation. On vous fait des bisous. Voilà. On se retrouve évidemment sur Léonce aussi qui va se dépêcher de nous monter tout ça pour que ça sorte tout de suite. Ouais. Voilà quoi, tranquille. Mais il est fort, le Léon. Vous savez quoi faire dans les commentaires. On vous fait des bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Alex, l'indice ? Les vacances de Joachim.